Bien le bonjour et bienvenue à cette première capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui, on va étudier le dessin technique qui est très important pour pouvoir faire des beaux croquis et des beaux schémas pour pouvoir se rendre en atelier par la suite. Donc évidemment, vous avez déjà étudié les dessins techniques en troisième secondaire. Nous allons quand même en revoir une partie juste pour se rafraîchir la mémoire avant de commencer le vif du sujet de ce qui est nouveau en quatrième secondaire. Donc ici, vous avez le schéma d'une trappe à souris et on va étudier ensemble les différentes lignes pour commencer qu'on utilise à l'intérieur du dessin technique. La première ligne est la ligne de contour visible, c'est ce qui va délimiter mon objet. C'est une ligne en trait fort, autrement dit un trait foncé, un trait épais, et c'est un trait qui est continu. Lorsque le contour de notre objet est caché par l'objet en lui-même, à ce moment-là, on va utiliser une ligne de contour cachée. C'est un trait moyen et un trait pointillé. Ici, j'ai utilisé mon propre renvoi pour indiquer une ligne de renvoi. Donc, on va utiliser les lignes de renvoi pour indiquer des informations par rapport à notre schéma. C'est un trait fin et continu doté d'une flèche pour indiquer de quoi on parle. Généralement, on va essayer de faire ces lignes-là soit à 30, 45 ou 60 degrés. Une ligne d'axe, c'est une ligne qui va servir à délimiter le centre d'un cercle. Donc, ça va être un trait fin et en fait, ça va être un petit trait avec deux grands traits de chaque côté. Si le cercle est devant moi, on va voir qu'il va former une croix. Dans ce cas-ci, le cercle était selon l'axe des X. Donc, à ce moment-là, on va la faire selon le centre d'axe. On va parfois coter, en fait, vous aurez à coter certains schémas. Quand vous cotez des schémas, c'est important de le faire d'une certaine façon. Donc, ça va être disposé avec des lignes d'attache en trait fin et continu. C'est ce qui va délimiter ma cote. Par la suite, entre les deux, je vais mettre ma ligne de cote qui va être en fait une flèche où vous aurez vraiment deux pointes de flèche de chaque côté et on va indiquer la valeur de la mesure du côté dans le centre de cette ligne de cote. Dans des schémas un peu plus complexes, on va parfois avoir tendance à couper notre objet. Donc à ce moment-là, on va utiliser une ligne de coupe. C'est un trait fort et continu avec deux pointes de flèche indiquant le sens de l'observation de la coupe. Donc l'idée, c'est vraiment de couper mon objet pour pouvoir en faire un schéma. À ce moment-là, la pièce qui est coupée, donc la pièce qu'on va devoir scier entre guillemets pour pouvoir faire notre coupe, eh bien, on va la mettre en hachure fin et oblique pour pouvoir indiquer justement qu'on a fait une coupe à cet endroit-là et que cette pièce continue vers nous par la suite. Vous avez deux types de vues. La vue oblique, donc quand vous allez faire des dessins vraiment en trois dimensions d'un objet, la vue oblique, dans le fond, c'est qu'on va avoir une vue de face et la profondeur va être à 45 degrés. Donc 45 degrés par rapport à l'horizontale, évidemment. Vous avez aussi une projection isométrique. Donc pour les projections isométriques, à ce moment-là, la profondeur et la face vont être à 30 degrés chacun de leur côté et la hauteur va rester droite devant nous. On va maintenant commencer à travailler selon la vue de face, la vue de côté et la vue de haut. C'est généralement les dessins qui sont les plus faciles à faire et surtout, ça va être des dessins qui vont nous donner beaucoup d'informations. Donc, c'est pratique de les utiliser. Donc ici, nous avons un objet. Notre objet, en fait, c'est un prisme à base carrée surmonté de deux petits cubes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a trois mesures distinctes à considérer. Vous avez la largeur, la hauteur et la profondeur. Donc, quand on va illustrer ce type d'objet, ça va être important de considérer ces trois mesures parce que c'est des mesures qui vont revenir sur les différentes faces. Donc, ça peut être difficile de voir quelles faces sont lesquelles, donc on va le faire ensemble. Ici, dans le fond, la première face qui nous intéresse, c'est cette vue ici qui est illustrée en rouge, qui va être notre vue de face. Généralement, la vue de face, c'est la vue qui comporte le plus de détails.
Ici, en fait, il y a deux vues qui pourraient être la vue de face. C'est pas très grave si vous prenez l'autre vue comme étant une vue de face. L'idée est vraiment d'illustrer ce qu'on a besoin d'illustrer. On sait que les largeurs vont revenir sur la vue de haut, parce que la vue de haut va avoir la même largeur, donc on peut tracer des traits pour nous aider à dessiner justement cette fameuse vue de haut. Et à ce moment-là, la pièce bleue va être ce qui va nous intéresser. Donc on va voir le grand prisme et on va voir les deux petits cubes, les vues de haut des deux petits cubes. Même chose ici au niveau de notre vue de face, c'est la raison pourquoi on la faisait en premier, c'est que je peux aller chercher ces mesures-là pour aller chercher la vue de côté. En fait, ici, c'est la hauteur qui va être la même. Ça nous aide à éviter des prises de mesure inutiles. Par la suite, on va pouvoir représenter notre vue de côté où on va avoir le prisme dans le bas et les deux carrés des petits cubes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même utiliser la profondeur. Si on trace une ligne à 45 degrés, on peut aller faire une symétrie et aller chercher nos profondeurs, ce qui va nous permettre de sauver du temps si vous voulez faire des mesures de cette façon-là. Sinon, on peut toujours prendre les mesures qu'on va retrouver sur notre figure. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a une place oblique? Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement coupé le cube du dessus. C'est pour pouvoir illustrer qu'est-ce qui va arriver. C'est une vue qui est un petit peu plus complexe à voir parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que la figure qui va être, le rectangle qui va être oblique va être représenté sur deux faces, soit la vue de face et la vue de haut. Donc ici, on voit que cette vue-là est représentée selon la vue de face. Et on va la retrouver encore une fois sur la vue de haut parce qu'on le voit de haut et de face. Ce qui va nous aider à distinguer, parce que jusque maintenant, on a exactement la même vue qu'on avait dans le schéma précédent, eh bien c'est là on va être obligé d'aller faire la vue de côté pour pouvoir représenter justement le fameux triangle. Et là, ça va nous expliquer le fait que, évidemment, j'avais un prisme à base triangulaire et non un cube sur le dessus de ma figure. Encore une fois, je peux encore faire ma projection pour pouvoir illustrer la profondeur de mon objet. Il est très rare qu'on va pouvoir se permettre de faire une illustration selon les mesures réelles de notre objet. En fait, souvent, soit l'objet est trop petit pour être illustré, le schéma serait trop petit à ce moment-là, ou soit il est trop gros, ça nous prendrait un mur de dessin au lieu d'avoir seulement une feuille. Donc, pour pouvoir l'illustrer dans ce cas-là, on va utiliser une échelle. Si on se donne par exemple une mesure de 40 unités au niveau de la profondeur de mon objet et que sur le schéma on illustre deux fois plus grand, donc on l'illustre selon 80 unités. Donc sur le plan on a 80 unités, en réel on a 40 unités. Donc l'idée c'est sur le plan, si j'avais 1, ça me donnerait combien? Donc, ça va nous donner simplement un produit croisé à faire et notre produit croisé va nous donner une échelle de 1 pour 0.5 ou si vous préférez, ce qui est plus souvent utilisé, 2 pour 1. Vous allez avoir à utiliser certains outils pour faire votre dessin technique. Ici, je voulais vous donner quelques trucs pour pouvoir bien dessiner et ne pas faire de drôles de choses au niveau de votre dessin. La première chose que vous devez faire, c'est évidemment accoter votre églanté sur le bord d'un bureau et on va en fait coller notre feuille. Ça va nous aider en fait à avoir une bonne stabilité et donc que nos lignes qui doivent être parallèles restent toujours parallèles. Généralement, on utilise à ce moment-là du ruban adhésif qui ne va pas déchirer notre feuille. Si vous avez du ruban adhésif à peinture, vous savez, les rubans verts, c'est vraiment le ruban adhésif qui est le meilleur parce que ça colle presque pas. Ça va coller assez pour coller notre feuille le temps qu'on fasse notre dessin, mais quand on va le retirer, ça va pas déchirer notre feuille. Donc, après, on va tasser notre règle pour aller coller notre quatrième coin. Et là, on va pouvoir commencer à faire notre dessin. Un autre truc que je vous donne au niveau de votre dessin technique, c'est de ne pas négliger les traits de construction. Un trait de construction, en fait, c'est un trait excessivement fin qu'on va juste tracer, juste toucher le papier avec notre crayon et on va le faire beaucoup plus long que ce qu'on veut avoir. On prendra nos mesures après. Ce que ça va nous permettre, c'est d'avoir vraiment un objet avec les tailles désirées
Et ces lignes-là, de toute façon, on va les effacer, donc c'est pas dramatique si on les fait, ça va juste être plus pratique pour faire notre dessin. Donc c'est ce que j'ai fait ici, un trait de construction. Je vais ensuite soulever ma règle pour faire un deuxième trait de construction. Et là, on va aller placer nos hauteurs. Pour placer nos hauteurs, je vais avoir besoin d'un équerre. Je vais donc aller à côté mon équerre sur ma règle en T et je vais tracer mon trait. Encore une fois, trop haut. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais l'effacer après. C'est des traits de construction. Même chose pour la fin de mon rectangle. Donc, je vais aller tracer mon deuxième trait. C'est ce qui nous donne notre rectangle. Et comme je vous disais tantôt, je vais aller tracer des traits plus forts sur ma figure pour pouvoir faire mon trait de contour. Et je vais aller simplement effacer mes traits de construction après. C'est ce qui nous permet d'avoir un dessin facile à faire, rapide et précis à la fois. Ici, ce qu'on voit, c'est que nos équerres peuvent nous donner vraiment beaucoup d'angles, beaucoup plus d'angles qu'on peut penser. Donc, on a évidemment nos angles de 30, 60, 45 et 90 qui se font directement avec notre équerre, mais on peut aussi avoir des angles de 75 degrés si on combine le 45 et le 30, et un angle de 15 degrés si on utilise les équerres de la façon que vous venez de voir. Donc, on va être capable de s'accoter sur notre règle en T pour pouvoir faire une multitude d'angles et donc pouvoir tracer nos figures. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.